qualité n'est pas pour une catégorie de femmes, mais pour toutes les femmes. Elite Beauty Hair, votre distributeur et fournisseur de mèches asianes 100% authentiques. Nous mettons à votre disposition une large gamme de mèches de qualité. Et réveillez l'élite qui sommeille en vous avec Elite Beauty Hair, la qualité qui fait la différence. Dites au revoir à toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. Bienvenue sur le plateau du FF Talk Show. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la rubrique des témoignages. J'ai sur le plateau Ezzedine. Comment vas-tu, Ezzedine? Très bien, merci. Et j'ai à ma gauche, qui m'assiste, notre sublime thérapeute Assa Djelou. Comment vas-tu, Assa? Je vais très bien, Jessica. J'espère que toi aussi. Ça va, merci. Aujourd'hui, Ezzedine va nous raconter son histoire. À cœur ouvert, elle va nous raconter ce qu'elle a vécu. Est-ce que je peux te laisser t'exprimer, Ezzedine? Bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Ezzedine. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Ça s'est passé quand j'avais 8-9 ans. J'ai été victime d'inceste. Et donc, comment tout a commencé, en fait? Bon, on est parti en vacances. Je me rappelle qu'on était au centre commercial avec ma famille. Enfin, il faisait beau, etc. J'avais vu une belle paire de baskets. J'ai dit, ouais, maman, et tout. Cette paire de baskets et tout, je la veux et tout. Oui, il connaissait les mamans, oui, je vais t'acheter la paire de baskets et tout ça. Excuse-moi, Ezzedine, désolée. À ce moment, tu avais quel âge? J'avais entre 8 et 9 ans. D'accord, tu as 8-9 ans, ok. Voilà. Du coup, on rentre et tout, on se revoit parce qu'en fait, si vous voulez, ma mère, elle n'avait pas revu sa cousine depuis le bled. Donc, du coup, ça faisait longtemps. Entre-temps, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, etc. Et le lendemain, ma mère est sortie. Donc elle est sortie, elle s'apprêtait à sortir avec ma tante du coup. Et je lui dis, maman et tout, moi je veux sortir avec toi. Parce que moi j'aimais bien en tout cas quand j'étais avec ma mère, si on est dans un endroit autre que chez nous, si ma mère elle sort, moi aussi je sors en fait. J'aime pas rester comme ça toute seule. Enfin j'aimais pas. Et du coup et tout, oui maman et tout. En plus tu m'avais dit que tu allais m'acheter la paire de chaussures qu'on avait vue la veille. Oui t'inquiète et tout, j'arrive. Et du coup, on était chez ma tante, du coup, parce qu'on était là-bas à ce moment-là. Et quand elle est sortie, du coup, elle est sortie, vous connaissez les mamans, oui, t'inquiète, etc. Et je suis restée avec mon oncle. Son fils, je crois qu'il était tout petit, je crois qu'il n'avait même pas 1 an, je ne suis plus trop sûre. Et puis c'est tout. Donc je suis restée avec mon oncle et son fils qui dormait à ce moment-là. Ton oncle qui est le frère à ta mère ou Non, qui est le mari de ma tante. D'accord, merci. Voilà. Du coup, moi je suis posée au salon, je regarde la télé, je comprends pas trop, c'est du portugais, mais on regarde quand même la télé. Je me rappelle que c'était une petite télé noire accrochée en haut à droite. Et je sais plus c'était quoi, mais je regardais la télé. Et puis mon oncle il vient à côté de moi. Et je sais plus, on a un dialogue, je sais plus trop c'est quoi. Mais après, il met un film pour adultes. Donc, à ce moment-là, tu comprends pas ce qui se passe? Je comprends pas trop. Enfin, on voit des gens nus. Enfin, vous savez, quand on est petit, on est là en mode... Mais bon, si c'est un adulte qui met... En général, comme on dit, l'adulte, en fait, c'est la protection, en fait, pour nous. S'il met, voilà, quoi. Donc, pour toi, c'était normal à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, j'ai rien vu de bizarre, en fait. D'accord. Et il met son film, etc. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il me dit, mais parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de trous noirs. Et à un moment, on atterrit à la chambre. C'était la chambre d'une personne qu'ils hébergeaient. Parce qu'il faut savoir qu'ils hébergeaient une personne à ce moment-là. Et du coup, on atterrit dans la chambre. Le seul truc dont je me rappelle, c'est que moi,
Je suis allongée et lui, il est sur moi. Et après, boum, gros trou noir. Et après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Alors, il est important de relever là. Quel est votre prénom déjà, mademoiselle? Ezedine. Ezedine, il ne faut pas que j'oublie. Là, clairement, Ezedine est en train de nous faire part d'un processus de protection. Je vais vous expliquer. Elle est en train de nous parler, clairement, d'une amnésie traumatique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, non. Une amnésie traumatique survient quand un individu, un sujet, subit une situation traumatisante où il y a beaucoup trop d'émotions. Et ben le cerveau va venir, pas effacer concrètement, mais enfuir tous ces souvenirs qu'on va pouvoir considérer comme un moyen de protection ou qu'on va pouvoir considérer comme un mécanisme de protection pour éviter de se souvenir de ce qu'elle a subi concrètement. On appelle ça une amnésie traumatique. Et les amnésies traumatiques surviennent très souvent dans ce cas de figure. D'accord, merci à ça. Du coup, tu te retrouves dans une chambre et là, tu ne te souviens pas? Je ne me souviens pas. Et en plus, je me rappelle qu'avant d'atterrir dans la chambre, il m'avait dit oui, tu ne le dis pas, c'est un secret. En fait, à l'époque, vous savez, quand tu es petit, un adulte te dit un secret, tu es en mode c'est un truc de fou, en fait. Je ne le dis pas, quoi. Et du coup, j'ai gardé ça, en fait. Quel âge a cet adulte à ce moment-là? Franchement, je pense qu'il doit avoir plus de la quarantaine, je pense. C'est un adulte, pardon, il a l'âge d'être mon père, quoi. D'accord, plus de la quarantaine et toi, tu avais 8 ans au moment. C'est ça, exactement. Donc, il t'invite dans la chambre. C'est ça. Avec ton œil insouciant, ton œil d'enfant. Il te fait promettre de ne jamais rien dire. C'est ça. Et tu le suis dans la chambre. C'est ça. Et là, tu te souviens plus? Je me souviens plus du tout. C'est le gros trou noir. Je sais juste, comme j'ai dit, que je suis allongée, que lui, il est sur moi. Et qu'à un moment, je crois que celui qui vivait dans la chambre, il est rentré. Et je ne sais pas s'il lui a dit un truc, mais même la personne, je pense que... elle n'a rien fait après, quoi. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait eu un scandale. Ma mère, elle aurait été au courant à ce moment-là. Il n'y a rien eu. Donc, une personne entre dans la chambre, c'est ça. constate les faits. Donc, cet adulte au-dessus de toi. Donc, toi, tu ne sais pas s'il y a eu un acte qui s'est passé, si ça a été juste du frottis ou du frottage. Tu te souviens de rien. Il y a un adulte, donc majeur, qui constate les faits et il s'en va. À ce moment-là, tu te sens comment? Sur le moment, j'ai tout rejeté. En fait, j'ai pas calculé, en fait. Moi, à partir du moment où tu dis pas, je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça. J'ai grandi avec ça, en fait. D'accord. J'ai envie de préciser qu'en général, la plupart des agresseurs vont souvent être dans cette phase de manipulation avec la personne qu'ils agressent. Surtout quand c'est un enfant. La démarche va être « ne dis rien ». C'est notre secret à nous. Comme s'il impliquait la personne dans la démarche, comme si qu'elle aussi, elle le voulait. C'est clairement de la manipulation. Et beaucoup d'enfants, ou même de jeunes adultes, se sont fait avoir de cette manière. Ne dis rien, c'est notre secret. Si tu dis rien, tu verras. Ou si tu dis, tu verras ta maman, tu as vu son état, il peut s'aggraver. Ou ceci ou cela. C'est clairement un processus de manipulation. Merci à ça. Donc, tes vacances durent combien de temps? Parce que tu vis en France, tu es au Portugal. Ça s'est passé de manière récurrente? Ça s'est passé qu'une seule fois? C'était qu'une seule fois et on est resté là-bas. Il me semble que c'était une semaine et demie. On n'avait pas duré. D'accord, donc après, tu rentres en France. C'est ça. Tu le dis à ta maman? Non, je ne le dis pas. Pourquoi tu le dis pas à ce moment-là? Parce que, en fait, c'était un secret. Et puis j'avais oublié, en fait. J'avais oublié, j'avais pas du tout calculé le truc, quoi. C'était aussi l'un des défauts que j'avais avant. C'était, en fait, je m'en fous, j'y prête pas attention, en fait. Et plus tard, un peu dans la même période, ça va se répéter, mais avec un autre membre de ma famille. D'accord. Je vais juste poser une question à ça. Du fait que c'est pas forcément son nom direct, est-ce qu'on considère ça comme de l'inceste, de l'attouchement, un viol? Parce qu'elle s'en souvient pas, en fait. Oui, ça reste de l'inceste parce qu'il y a un parent, direct ou indirect, qui amène cet acte. Donc, on est clairement dans l'inceste. Merci à ça. Du coup, tu es dans le déni. Vous revenez en France. Tu me dis juste après que tu as eu à subir ce type d'acte. Un autre membre de ta famille? C'est ça. Un adulte. Quel âge avait cette personne?
Pareil, non, là, c'était un peu moins âgé, pardon. C'était moins âgé. C'était, je crois, dans la trentaine à cette époque-là. Et quel âge as-tu, toi, au moment des faits? C'était un peu encore la même période. C'était 8-9 ans. Je m'en rappelle que c'était la même période puisque, vu que c'était le même acte, je savais que comme je ne devais pas dire la première fois, que la deuxième fois, c'était la même chose. Et encore la deuxième fois, il est venu en mode, il ne faut pas le dire, quoi. D'accord. Tu te sens comment? Parce que ça s'est passé une première fois au Portugal. Tu reviens en France, ça se passe en France. C'est ça. D'accord. Et c'est une autre personne. Est-ce que tu te sens à un moment, tu te dis, je suis un peu, je suis maudite, je dois passer par là. Quelle est ta réaction? Quel est ton sentiment à ce moment-là? J'ai pas de réaction parce qu'il faut savoir que cette personne, c'est une personne avec qui j'ai grandi. C'est une personne qui nous gardait. C'est à ce moment-là que ça s'est fait parce que cette personne, c'était comme, on va dire, notre nourrice. En fait, c'était un membre de notre famille qui nous gardait. Donc, du coup, là, j'avais encore plus confiance parce que c'était la famille, quoi. Et j'ai pas prêté attention, en fait. Parce qu'il savait comment faire ça et il m'achetait des cadeaux, en fait. Il était très gentil avec moi. D'accord, on va revenir sur ça juste après. Comment se déroule ce moment-là? Du coup, ça se passe où? Ça se passe... Tu habites avec lui, ça se passe chez vous? Ça, par contre, ça se passe chez nous. Quand mes parents ne sont pas là, quand ils nous gardent, du coup, c'était mon petit frère et moi, ils nous gardent. Je sais que si on nous forçait à faire une sieste, en fait, et c'était à ce moment-là que c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois. Et c'est arrivé 2 fois de manière... à quelle fréquence, excuse-moi, ça s'est passé? Un mois plus tard ou ça s'est enchaîné? Non, ça s'est enchaîné parce qu'il ne nous a pas gardé très longtemps, en fait. Il n'a pas fait ça sur le long terme. D'accord, donc cet adulte qui est pour toi une sécurité, parce que vos parents vous confient entre ses mains. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est des attouchements? C'est ça, c'est des attouchements. Et en fait, j'ai des trous noirs, donc je ne pourrais pas dire que c'est un viol. C'est le plus grand regret à l'heure actuelle, parce que je ne sais pas si c'est un viol, je ne sais pas si c'est des attouchements. Les attouchements, c'est sûr. D'accord. Le viol, je ne suis pas sûre, parce que c'est des gros trous noirs, en fait. D'accord. Donc, tu es sûre des attouchements? C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, du coup? Comment ça se passe? C'est dans une chambre? C'est ça. Je me rappelle que on était sur un matelas, je crois, au sol. Et on dormait. Et puis, pareil, il vient sur moi. C'est la même chose. C'était la même chose que la première fois. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, c'est normal, on me l'a déjà fait. Tonton Portugal, il me l'a déjà fait. C'est peut-être un jeu, c'est peut-être par là que je dois passer. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est normal. On l'a fait la première fois, on te le fait la deuxième fois. Enfin, pour toi, sur le moment, c'est pas normal. Enfin, c'est normal, en fait. C'est ce qui se passe dans la majorité des attouchements dans l'enfance. Vu que les enfants n'ont pas cette vision ou n'ont pas eu en tout cas ce premier abord avec la sexualité, on leur impose quelque chose. Tout de suite, ils n'ont pas forcément l'impression que c'est quelque chose d'illégal, de quelque chose de puni ou de quelque chose d'anormal. Ils le prennent, ils le portent comme si c'était une normalité. Tout à fait. Donc à ce moment-là, tu es dans une chambre. Cette personne-là, tu es sûre qu'elle a porté en ton égard des attouchements sexuels. C'est encore le trou noir. Donc, comme Assa disait précédemment, c'est peut-être une forme de rejet, une forme de protection peut-être. Donc, c'est un deuxième trou noir. Après, qu'est-ce qui se passe après ces attouchements-là? Vous vivez encore pendant combien de temps avec cette personne sous le même toit? Non, déjà, il faut savoir qu'il venait juste pour nous garder. Et après, chacun faisait sa vie de son côté. Après, comme on dit, on a grandi ensemble et on vivait totalement normalement. Et tes petits frères et sœurs, tu étais avec ton petit frère plutôt? C'est ça. Est-ce qu'il était au courant de ce qui se passait? Non, il n'était pas au courant du tout. D'accord, donc tu lui en as jamais parlé? Jamais. Tu lui as jamais demandé non plus si lui, il avait été impacté? Non, jamais. Ça reste un sujet tabou. Ça reste un sujet tabou. T'as eu à en parler aux membres de ta famille? Pas du tout. Je l'ai gardé jusqu'à mes 19 ans. Tu l'as gardé jusqu'à tes 19 ans. Pourquoi aujourd'hui, tu passes sur le plateau du FF Talk Show pour venir nous parler à cœur ouvert de ce que tu as vécu? Tout simplement pour que les gens comprennent que c'est pas de notre faute déjà si des choses comme ça nous arrive, parce qu'on a tendance à dire que c'est de notre faute. Pardon.
C'est pas pour que ça me faire pleurer. Je vais même pas pleurer, c'est bon. Est-ce qu'il y a... Ça va. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'à 19 ans, vous avez décidé d'en parler? Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis entrée dans une assemblée à D'accord. l'église. Et du coup, on a une chose qu'on appelle la cure d'âme. Et la cure d'âme, en fait, on doit raconter tout notre parcours de vie. Et du coup, la première personne qui était au courant, c'était le pasteur à ce moment-là. Et du coup, je me rappelle que je suis rentrée en pleurant devant ma mère et je lui ai dit que maman, il faut que je te dise quelque chose. Du coup, j'ai été victime d'attouchement, j'ai dit attouchement par celui du Portugal, mais je n'avais pas parlé de celui qui est en France, puisque, comme j'ai dit, on a grandi avec. Et j'avais, on va dire, fait comme une sorte d'oubli, en fait. Et ma mère, elle était choquée, mais elle n'a pas eu de réaction, en fait. Elle n'a pas eu de réaction. En même temps, ça a daté. Donc, quand je lui ai dit après, j'ai pu calculer, en fait. Comme j'étais une personne un peu m'en foutie, j'ai dit, j'abandonne. Et j'ai laissé comme ça. Vous n'avez jamais entamé des démarches Jamais. pour faire valoir vos droits? Jamais. Parce que même, il faut se dire que je vais aller au poste de police, qu'est-ce que je vais leur dire? Puisque j'ai un trou noir. J'ai un trou noir. Et quand tu as des trous noirs, c'est compliqué, en fait. Vous savez que thérapeutiquement, on peut vous accompagner, pas forcément à ressusciter ou bien même vous forcer à réveiller ses souvenirs, mais vous accompagner tout en douceur à essayer de reconstruire ce qui a pu se passer. Vous voyez? Donc, est-ce que, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a réellement eu une prise en charge psychologique, même si j'imagine que non? Non, pas du tout. D'accord. Et quelle est votre perception de vous aujourd'hui? Comment Est-ce que vous avez une perception positive de vous? Très, très positive. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai pardonné, parce que je suis passée à autre chose, du coup... Comment vous avez fait pour pardonner? Je pense que la spiritualité, ça a été d'une grande aide. Ça a pris du temps parce que, comme j'ai dit, comme j'étais une personne qui s'en foutait clairement, j'ai rejeté. En fait, je suis passée par la phase d'acceptation. Tout de suite? Pas tout de suite, parce que du coup, ça, j'ai dit ça à ma mère à, comme j'ai dit, 18, 19. D'accord. Et là, j'en ai 28. C'est à 26, 27 par là que j'ai dû accepter. Et avant ça, vous êtes passé par quelle phase? Alors, je ne calculais pas du tout. Mais il n'y avait pas de colère? Pas du tout. Il n'y avait pas de frustration ni de dépression? Si, parce que, à part ça, avec mon père aussi, ça se passait très mal. Ah. Donc, ça veut dire que c'était plus cette phase qui m'occupait que la phase de j'ai subi des attouchements. Pourquoi ça se passait mal avec votre père? Je ne sais pas. Pourtant, j'étais son enfant préféré, mais en grandissant, peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas donner d'explication. Est-ce que vous avez une relation dysfonctionnelle avec la jante masculine? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Merci à ça. Je vais reprendre un peu... je vais aller dans le sens de la dernière question d'Assa. Le fait d'avoir subi ces attouchements en grandissant, tu as dû sûrement avoir des relations amoureuses. Est-ce que cela a eu un impact dans ces relations-là? Oui. Parce que j'étais très dure. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis la première de ma famille. Donc, dans ma tête, je suis comme un homme. Enfin, j'étais. J'y travaille encore. Mais j'étais comme un homme. Ça veut dire que j'étais très dure. Ça veut dire quoi, très dur? Très dur, ça veut dire je te fais des tests. Je te jette, je te reprends. Si tu réussis, tu restes. Si tu ne réussis pas, tu sautes. J'avais des plans A, B, C. Enfin... Je pense que c'est des choses qui ont impacté ce que j'ai vécu, ça a impacté. Donc, vous confirmez que ça vous a amené à avoir une relation dysfonctionnelle avec la jante masculine? Oui, mais c'était pas... En fait, pour moi, c'était pas à cause des attouchements, c'était plus ce que j'ai vécu avec mon père, en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une partie de ce que j'ai vécu plus jeune. D'accord. Merci. Donc, tu as 18 ans, 19 ans, tu fais une cure d'âme dans ton assemblée. À ce moment-là, est-ce que tu t'en veux? Tu te dis que c'est peut-être de ma faute ou dans ton assemblée, on te fait comprendre que ton Dieu pardonne tout. Quelle est ta réaction à ce moment-là, au moment de ta cure d'âme? Ton Dieu pardonne tout. C'est toujours ce qu'on nous dit. De toute façon, c'est ton Dieu pardonne tout. Il faut oublier. C'est passé. Mais moi, j'ai la haine, en fait. J'ai la haine. Malgré ce processus de cure d'âme? Oui, parce qu'en fait, comme je disais au début...
Un parent, c'est la protection, en fait. Et toi, tu ne m'as pas protégée, en fait. Tu t'es retourné contre moi. Et c'était difficile, en fait. À quel moment vous conscientisez cette haine? Franchement, dans la vingtaine. Hein. Dans la vingtaine, ouais. Après avoir fait la cure d'âme, ouais. Ça a suscité la colère et ouais, la haine. ouais. Quand j'ai commencé, voilà, on commence à avoir des relations amoureuses, c'est là où vraiment ça a commencé à se manifester. Avant ça, vous me confirmez que vous étiez dans le déni? Oui, c'était le grand déni. Donc, tu as la haine. À ce moment-là, tu as une relation amoureuse, tu es toute seule. Comment tu gères ce sentiment-là? Est-ce que tu veux te venger contre tous les hommes? Est-ce que tu as un esprit de vengeance? De vengeance, non. Je suis juste très dure, comme je répète encore. Je vais tester, je vais faire ça, je veux voir un petit peu comment tu es. Mais méchante, non, parce que c'est pas ma nature, en fait. Même quand je veux être méchante, en fait, j'y arrive même pas, en fait. Donc, moi-même, j'abandonne, en fait. D'accord. Et ces deux personnes, ces deux adultes qui étaient censés te protéger, les as-tu revus après ces actes-là? Celui du Portugal, non. Je n'ai jamais reparti au Portugal, j'ai jamais eu de retour. Par contre, celui de France, logiquement, oui. On a grandi ensemble, comme je disais tout à l'heure. On se voyait souvent, on allait même manger chez lui. Et je pense que pour se faire pardonner, entre guillemets, c'est comme je disais, il m'achète des choses, j'appelle, oui, j'ai besoin de ça. Va t'acheter. Et quand tu appelais en lui disant que tu avais besoin de ça, c'était une manière aussi de le soudoyer ou pas du tout? Non, pas du tout. Sur le moment, j'ai pas fait attention. Après, un jour, je me suis assise comme ça, je me dis, mais quand même, il m'a fait ça, en fait. C'est dingue quand même. Et de se dire que, parce qu'il s'est converti, il a même un poste à l'église, si je peux dire ça comme ça, il m'a jamais demandé pardon. Et je me suis un jour, je me suis assise comme ça, je me suis dit, c'est dingue quand même. Mais la vie, elle continue. Et s'il t'avait demandé pardon, est-ce que les choses auraient été perçues de manière différente? Bah oui. Déjà, tu as pris conscience que tu m'as fait du mal. Et en tant qu'enfant de Dieu, comme on dit, il faut savoir demander pardon. Sans être enfant de Dieu, forcément. Mais voilà, c'est pour nous aussi de passer... Cette étape, elle est très importante. C'est une manière de reconnaître. C'est ça. Une forme de reconnaissance. Et ça permet à l'agressé, en tout cas, de se reconstruire. Et tous les agressés n'ont pas cette chance. Du coup, tu étais déjà dans le vif du sujet. Psychologiquement, du coup, quelles sont les conséquences que ce type d'actes peuvent avoir? Il faut savoir que le post-inceste n'est pas sans conséquences. Déjà, la première étape va être le rapport à soi. Le rapport à soi peut être très dysfonctionnel. Ça peut passer par, comme elle l'a très clairement mentionné, le fait de penser que on doit passer par là, ou bien même que c'est nous la personne anormale dans la situation. Ça peut passer par une perception de soi vraiment très dégradante. Et ça peut amener plein de troubles de la personnalité, notamment le borderline, notamment la dépendance affective. Et bien même encore dans la dépendance affective, reporter ce besoin affectif par ce besoin sexuel. Donc dans certains cas, on peut aller jusqu'à avoir des rapports sexuels multipliés, clairement répéter les attitudes qui sont liées à l'hypersexualité. Ça peut aller même jusqu'à créer, dans l'effet inverse, le vaginisme, avec une sexualité rejetée, avoir du mal à ce qu'on puisse être en train d'acquérir ce corps dans une relation, par exemple. Ou bien même ne pas supporter quelqu'un dans son dos, ou à côté, ou quelqu'un qui est trop proche, limite avoir besoin de toujours se créer cette zone de sécurité où que personne ne doit atteindre. Après, ça peut être le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, la manière dont l'autre le perçoit, la manière dont l'autre le traite. Donc, vraiment, c'est pas sans conséquence. Et quand je parle de sans conséquence, on parle aussi ici de dépression. On parle ici de différents troubles alimentaires. Quand on voit certaines boulimies, elles ne sont pas à nier. Certaines hyperphagies, par exemple, ne sont pas à négliger. Il y a vraiment une très, très grande liste de conséquences qui peuvent être liées aux attouchements sexuels ou bien même à l'inceste. Et quand je parle de rapport à l'autre, c'est cette place aussi qu'on peut relever au sein de cette famille. Est-ce que c'est ça une vraie famille? Pourquoi cet oncle ou cette tante ou bien même cette personne qui est si proche de moi se permet d'exercer ce genre d'attitude sur moi? Vous voyez, ce sont des perceptions qui peuvent être juste légitimes et qui peuvent ramener un rapport dysfonctionnel au sein de cette famille. Abandonner cette famille ou bien même être surinvesti dans cette famille
qui peut être toxique pour limite être dans une démarche de j'ai besoin de cette reconnaissance. Donc les comportements peuvent être divers et variés, chacun va réagir à sa façon, mais réellement, avoir ce genre d'attitude sur un enfant n'est pas sans conséquence sur sa construction. Merci Assa. T'es-tu retrouvée du coup dans certains cas de figure que Assa vient de mentionner? Oui, je me souviens que parfois j'avais des envies suicidaires. Je me rappelle même un jour que j'ai mis un tabouret devant la fenêtre. En fait, je me sentais nulle en fait. Tu te sens nulle, tu sers à quoi en fait? Pourquoi je suis sur Terre? En fait, c'était beaucoup de pensées comme ça. C'était beaucoup de pensées comme ça. Qu'est-ce qui a déclenché ces pensées? Ça venait comme ça. Il n'y avait pas de raison en fait. C'était ça le truc, c'est qu'il n'y avait pas de raison, mais ça m'arrivait souvent. Mais je n'avais pas le courage de sauter par la fenêtre. Dieu merci, je n'ai pas sauté par la fenêtre. Question pour Assa. Comment guérir de cela? Alors, moi, les nombreuses femmes que j'accompagne au cabinet et qui viennent pour des besoins de prise en charge par rapport à l'attouchement, déjà en un premier temps, ou bien même des viols ou de l'inceste, ça reste la même catégorie. La thérapie elle va être très importante parce que c'est une manière aussi d'accompagner l'autre dans la reconstruction en soi. D'accord? Et cette reconstruction elle va être variable d'un individu à un autre en fonction des conséquences que la personne subit. D'accord? Et des fois, on peut passer par une démarche qui est de faire reconnaître aux yeux de la loi. Parce que même si on pense que ça remonte à beaucoup trop longtemps et qu'on a trop peu de souvenirs, rien que le fait d'aller déposer plainte peut être une forme d'accompagnement dans la guérison pour certaines. Vous voyez? Et surtout quand elles ont reconnaissance face à cet acte, ça les aide réellement à avancer. Et l'idée va être dans cette thérapie de l'accompagner à se percevoir réellement telle une victime, parce que dans la majorité des cas, elles ne se perçoivent pas comme une victime. Donc je vais les accompagner dans ce sens et les amener à reconstruire cette image qu'elles ont dysfonctionnelle d'elles-mêmes et pas forcément être dans cette phase d'acceptation, parce que dire oui, il faut accepter toute situation, on peut refuser une situation, mais être quand même dans cette démarche de pardon, réellement. Donc l'idée, c'est d'accompagner comme ça, en fonction de chaque femmes qui se présentent à moi, ou même des hommes, parce que les hommes aussi peuvent être victimes de ce genre de situation et il ne faut surtout pas les oublier. Et en fonction de chaque personne, j'adapterai la thérapie qui puisse être nécessaire. Merci à ça. Ezedine, es-tu guérie à l'heure actuelle? Totalement. Comment ce processus de guérison s'est-il passé? Comme je le disais tout à l'heure, ça a été l'acceptation. D'abord, il faut accepter qu'on a été victime, que ce n'est pas notre faute. Et c'est du temps. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, en un jour. Non, c'est du temps. C'est du temps parce que déjà, ça s'est passé. En général, ça dépend. Hein. Moi, ça s'est passé quand j'étais petite. Ça prend du temps. Ça prend du temps et on dit le temps guérit les blessures. Il est important de prendre ce temps. Et ne surtout pas nier en vous portant responsable ou de refouler ces émotions parce que clairement elles sont légitimes. Vous avez subi quelque chose de douloureux venant de personnes avec qui vous avez entretenu des relations sérieuses, des rapports sérieux. Donc vous avez confiance en ces personnes-là. Donc il faut prendre le temps, c'est légitime. Merci à ça. Ezedine, on tend à la fin de l'émission. Si tu peux donner un mot d'encouragement, un mot de la fin, que serait ce mot, cette phrase, sans toi libre? Alors j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont été victimes de viols, d'inceste, même de maltraitance, déjà que je suis désolée que vous ayez eu à vivre des choses difficiles. Je pense qu'aucune personne dans le monde ne devrait vivre ce genre de choses. Relevez la tête. Vous êtes fort, la vie elle est précieuse en fait. Je sais que peut-être que le suicide ça passera par votre tête. Vous aurez envie peut-être de vous faire du mal, mais n'en arrivez pas jusque-là. Relevez-vous, vous allez vous en sortir. Si moi j'ai pu guérir, vous allez guérir. J'ai parlé de spirituel, mais le spirituel n'empêche pas d'aller voir un professionnel. Sachez que si vous avez besoin de soutien, il y a des professionnels. Si vous le pouvez encore, allez déposer plainte, faites-vous accompagner, parce que c'est vrai qu'aussi, il faut se le dire, il y a un temps pour lequel on peut déposer plainte, après je crois qu'on ne peut plus.
Prescription, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et, 10 ans, il me semble. Tout à fait. On avait Maître Luné Charlotte qui avait abordé la thématique. Si je ne me trompe pas, c'est 10 ans ou voire 15 ans en fonction des situations. Donc en tout cas, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un avocat pour avoir les meilleurs conseils ajustés à la situation. C'est ça. Relevez la tête, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. La vie est belle. Dieu vous aime. Je vous aime par l'amour de Christ. Et puis voilà. Merci Ezedine. Est-ce que, Assa, tu peux conclure? En tout cas, par le biais de la thérapie par l'écriture, on peut reconstruire, en tout cas vous accompagner à reconstruire ses souvenirs enfuis. Il ne faut pas hésiter à reprendre la thérapie par l'écriture et ne restez pas seul. Ne gardez pas ce leur secret. Vous n'avez pas pour mission de le garder. Cette personne vous conditionne à vous mettre dans cet état pour que lui n'ait pas à porter la responsabilité de ses actes. N'allez pas dans son sens. Si vous devez aller porter plainte, si vous devez en parler à des pasteurs, à des thérapeutes, ou en tout cas à quelqu'un qui peut vous faire du bien de par votre croyance, n'hésitez pas à le faire. C'est tout à votre honneur. C'est vous la personne qui doit être reconnue, pas lui. Merci Ezedine. Merci à ça. C'était notre rubrique témoignages. Si vous avez des témoignages poignants, si vous voulez être une voix, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature. Rapprochez-vous de nos réseaux sociaux pour nous écrire et nous partager vos témoignages. Et nous vous inviterons sur ce plateau pour porter votre voix plus haut. Bye bye.